Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Restriction des conditions d'entrée sur le sol égyptien pour les Soudanais ayant fui les violences. Désormais, tous les réfugiés devront être munis d'un visa. Jusque-là, les femmes et les enfants notamment y étaient exemptés. Attaque meurtrière dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 40 personnes sont décédées lors d'une offensive perpétrée dans la province de l'Ituri. Un assaut attribué aux miliciens de la coopérative pour le développement du Congo. Et puis, renforcement de la surveillance épidémiologique. L'Organisation mondiale de la santé et l'Union européenne ont signé un partenariat pour la mise en place d'un système de certification numérique mondiale. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'inquiétude de la Commission de l'Union africaine face au conflit qui s'enlise au Soudan, une préoccupation formulée par le président de l'instance, Moussa Faki Mahamat, ce lundi 12 juin. L'ancien Premier ministre tchadien s'exprimait lors du 14e sommet de l'autorité intergouvernementale sur le développement organisé à Djibouti. Dans son discours, il a insisté sur la menace que représente cette crise pour la région. Pour tenter d'y mettre fin, le président de la commission de l'UA a appelé à l'unité totale entre les organisations régionales et continentales. Rappelons que les affrontements ont de nouveau repris ce 11 juin après l'expiration d'une trêve de 24 heures. Une trêve conclue entre les deux parties en conflit sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite. D'après l'organisation ACLED, les combats ont fait plus de 1800 morts. Et alors que les violences se poursuivent au Soudan, les habitants continuent de fuir vers les pays voisins. Mais face à l'afflux de réfugiés, l'Égypte a durci les conditions d'entrée sur son territoire. Jusque-là exemptées, les femmes, les enfants et les personnes de plus de 50 ans devront désormais se munir d'un visa pour pouvoir fouler le sol égyptien. Nathalie. 5000 Soudanais sont enregistrés aux frontières des points de passage de Kastal et Ashkit en Égypte. Pour contenir cet afflux massif de déplacés soudanais, le gouvernement égyptien a depuis le 10 juin 2023 durci les conditions de délivrance de visas. La décision du ministère égyptien des Affaires étrangères annule une exemption de longue date pour les enfants, les femmes et les hommes âgés. La décision du gouvernement de durcir l'entrée des ressortissants soudanais sur son sol s'inscrit dans un contexte politique bien précis. Il est question de réguler l'afflux des migrants soudanais sur son sol afin d'avoir une main mise sur la politique migratoire. Pour le ministère égyptien des Affaires étrangères, la nouvelle procédure de visa vise à réglementer l'entrée du peuple soudanais frère en Égypte après plus de 50 jours de crise dans leur pays. Autre raison avancée par le gouvernement, la volonté de mettre fin au trafic de faux visas à la frontière avec le Soudan. L'exécutif égyptien a mis en place des visas automatisés, plus sécurisés, délivrés par ses représentations diplomatiques au Soudan. Cette mesure est en décalage avec le droit international, dans ce sens que les réfugiés bénéficient d'un statut spécial. Ensuite, il existe des tensions entre les deux États, ce qui vient réveiller des anciennes rancœurs politiques entre ces États qui entretiennent une rivalité de leadership dans la région. L'Égypte a déjà accueilli plus de 200 000 réfugiés depuis le début de la crise au Soudan. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'attend à ce que le nombre total d'arrivées en Égypte atteigne 350 000 personnes au cours des 6 prochains mois. L'actualité, c'est aussi le démenti du PASTEF relatif à une tentative de médiation avec le pouvoir. Dans un communiqué diffusé le 11 juin, la formation politique d'opposition a déclaré, je cite, qu'à ce jour, aucune médiation n'est entamée, aucun émissaire n'est envoyé auprès du régime. Des propos qui visent à mettre fin à des rumeurs qui ont enflé ces derniers jours dans la presse locale. Rumeurs selon lesquelles le PASTEF aurait fait appel à l'homme d'affaires Pierre Goudiaby Atepa pour assumer le rôle de médiateur. Le démenti du parti intervient plus de 10 jours après la condamnation de leur leader Ousmane Sonko. L'opposant a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Depuis la décision de justice qui a d'ailleurs déclenché des heurts à Dakar notamment, il serait toujours enfermé à son domicile. Après plusieurs jours de violence, une accalmie fragile se serait installée dans le pays.
Dans l'actualité également, l'Est de la République démocratique du Congo, de nouveau secoué par une attaque. Dans la nuit du 11 au 12 juin, des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo ont perpétré une offensive dans la province de l'Ituri, toujours sous état de siège. La Codeco a ciblé un camp de déplacés. Le bilan est lourd. Plus de 40 personnes sont décédées selon les chiffres recueillis par le baromètre sécuritaire du Kivu. Écoutons à ce propos un porte-parole de l'armée congolaise. L'attaque sur le site de déplacés, orchestrée par les hommes armés, qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, incarné et matérialisé en Ituri par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri. Aucun crime de ce genre sur nos populations ne restera impuni, car la justice congolaise et la justice internationale documentent jour et nuit pour que ces auteurs puissent répondre à leurs actes. Un important plan d'investissement pour lutter contre le chômage et la pauvreté, c'est l'annonce phare du président gabonais Ali Bongo Ondimba qui poursuit sa tournée dite républicaine. Chiffrée à 9 milliards de francs CFA, cette enveloppe est notamment octroyée aux entrepreneurs. Un financement de 7 milliards de francs CFA leur sera accordé pour les aider à développer leurs projets. Les précisions d'Ameneji. Le président gabonais Ali Bongo a annoncé vendredi le lancement d'un programme d'appui aux activités génératrices de revenus et de microcrédits au Gabon d'une enveloppe de 9 milliards de francs CFA. Il s'agira de financer des projets porteurs pour l'économie. Selon l'autorité, 2 milliards des fonds iront à l'autonomisation des jeunes pour soutenir les petits métiers. La répartition des fonds prévus augure cependant un certain nombre de faiblesses par rapport aux programmes publics qui sont observés dans la plupart des pays d'Afrique centrale, notamment au Cameroun, au Gabon, au Congo, dans divers autres pays, et qui souffrent malheureusement de la non prise en compte de la situation effective des bénéficiaires de ces projets-là en termes de capacité organisationnelle, de capacité managériale, de capacité de gestion financière. Ce projet gouvernemental gabonais vient répondre aux doléances enregistrées durant les premières étapes de la tournée républicaine du président dans plusieurs provinces du pays. Le Gabon avait participé en février 2023 au 4e comité de pilotage du projet Cap sur l'autonomisation des jeunes, cofinancé par l'État et l'Union européenne, en vue de renforcer les mécanismes d'auto-emploi au bénéfice des jeunes gabonais. La recommandation que nous pourrons faire ici, c'est que une partie de cette enveloppe de 9 milliards soit orientée vers des accompagnements non financiers qui vont permettre d'abord de structurer les filières prioritaires qui doivent bénéficier de ces activités. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que ce soit des financements tous azimuts où les jeunes de diverses activités vont se présenter pour pouvoir en bénéficier. Il faudrait que le gouvernement gabonais cible. Le Gabon mise par ailleurs sur la mise en place d'un dispositif d'incubateur d'entreprises s'inscrivant dans la dynamique du plan stratégique Gabon émergent. La capitale de la Guinée, Conakry, a abrité du 7 au 9 juin les états généraux du secteur de l'énergie. Objectif de ces travaux, explorer des solutions face à la problématique du déficit énergétique. Un rendez-vous qui entre dans le cadre du Programme national d'amélioration de l'accès à l'électricité à moindre coût. Les détails avec Marie-Raphaël Antolo. L'accès à l'électricité est toujours inégal en Guinée. Un tiers du pays est raccordé au réseau électrique, mais une véritable disparité existe entre les zones urbaines et les zones rurales, où vivent pourtant plus de 60% de la population. Le bois et le charbon restent les principaux combustibles utilisés en milieu rural, avec des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé publique. Le but de la tenue des États généraux du secteur de l'énergie était de répondre à la problématique du déficit énergétique sous différents aspects.
Nous avons pu étayer les recommandations que nous avons aujourd'hui sur les enjeux économiques et financiers du secteur énergétique, sur notre budget et sur tous les impacts que cela représente pour notre gouvernement. Nous avons touché plusieurs secteurs également par rapport à toute la chaîne du secteur énergétique, que cela soit au niveau de la production, de la transformation, de la commercialisation jusqu'à la distribution. L'enjeu est énorme. L'hydraulique représente près de la moitié de la production d'électricité en Guinée. Son potentiel global est estimé à plus de 6000 MW, mais à ce jour, moins de 5% de ce potentiel serait mis en valeur. D'importants efforts restent à faire pour qu'un plus grand nombre de Guinéens soient connectés. Aujourd'hui, tout le monde est reconnaissant qu'avec l'évolution des investissements dans le secteur de l'énergie, la quantité d'énergie fournie permet aujourd'hui de connecter plus de Guinéens qu'avant. On est passé de 29 à 46%. Le revers dont on ne parle pas, c'est que pour chaque Guinéen connecté, l'État doit payer une subvention de 1600 et quelques francs par kilowattheure consommé. Au total, ça fait 3500 milliards de francs guinéens par an. Pour vous donner une idée, c'est le montant de notre déficit. Pour vous donner une idée, c'est le montant de nos recettes minières. Ce n'est pas soutenable. La tenue de ces états généraux du secteur de l'énergie fait partie du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en Guinée qui s'inscrit dans le programme national d'amélioration de l'accès à l'électricité à moindre coût, dont l'objectif est de parvenir à l'électrification complète du pays d'ici 2030. Après les répercussions du coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé entend renforcer la surveillance épidémiologique. Dans cette optique, l'OMS a conclu un partenariat dit historique avec l'Union européenne, partenariat qui doit aboutir à la création d'un système de certification numérique mondiale inspiré du modèle européen, un outil qui pourrait aider le continent à mieux préparer sa riposte face aux différentes maladies telles que le paludisme. Les explications de Marie-Raphaël Andolo. Alors que la région d'Afrique subsaharienne représente à elle seule 85% des cas de paludisme, dont 96 des décès des enfants de 0 à 5 ans seraient directement liés d'après des rapports médicaux, l'Organisation mondiale de la santé veut lancer un système de passe sanitaire mondial basé sur le modèle européen. Ce système de certification sanitaire numérique mondiale aura pour fonction de faciliter la mobilité et de protéger les citoyens du monde entier contre les menaces sanitaires. Il sera le premier élément du futur réseau mondial de certification sanitaire numérique de l'OMS qui comprendra un large éventail de produits numériques comme des carnets de vaccination internationale numérique. Alors que l'urgence sur la pandémie de Covid-19 est terminée, les investissements sur les infrastructures technologiques demeurent une préoccupation fondamentale pour les systèmes sanitaires, les économies et la société en général. C'est la raison pour laquelle nous envisageons lancer le réseau digital de certification sanitaire mondiale. Le système de santé des pays africains apparaît comme l'un des plus fragiles du monde. Le continent porte à lui seul 25% de la charge mondiale de maladies. Paludisme, poliomyélite, méningite, l'Afrique est régulièrement frappée par diverses épidémies. En 2002, 80 000 cas de choléra ont été enregistrés dans 15 pays du continent. En 2014 et 2016, l'épidémie Ebola a fait 11 325 victimes. Ainsi, avec ce pass sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé espère suivre les différents cas de ces infections en Afrique et mieux préparer une riposte. Nous allons étendre cette infrastructure en incorporant d'autres outils tels qu'un certificat digital de vaccination internationale, des cartes d'immunisation et des rapports internationaux de patients. D'après l'Organisation mondiale de la santé, une fois entièrement conçu, ce pass va constituer le premier niveau du réseau mondial de certification sanitaire numérique. Pour l'OMS, les applications projetées par ces passes numériques seront multiples et seront notamment pratiquées en cas d'urgence humanitaire transfrontalière ou d'émergence d'épidémies nouvelles. Ces passes, selon l'OMS, permettent également de vérifier l'authenticité des certificats médicaux en vue de mieux suivre les patients du monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.